Aujourd'hui, à Vidéographe.tv, nous recevons Manon Leriche, la femme de Pierre Falardeau qui nous a quittés en 2009. Elle vient nous parler du pamphlet « Le temps des bouffons ». Alors, Manon Leriche, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire le parcours de Pierre Falardeau? Il a fait des études en anthropologie et donc une maîtrise à l'Université de Montréal. Et jusqu'à ce moment-là, il ne pensait pas faire de film. Mais pour sa thèse de maîtrise qui était sur la lutte, pour montrer le rituel, il s'est dit que ça pouvait aider parce qu'il allait tout le temps voir ça, puis il trouvait que c'était visuel et que c'était une façon d'aborder sa thèse de maîtrise. Donc, il a fait son premier film sur la lutte, Continuons le combat. Ensuite, puis même avant, je dirais, tout son parcours ou son propos, c'est toujours l'indépendance du Québec, la politique. Alors, il a continué, puis il a fait des films toute sa vie. Au sujet de Continuons le combat, oui. c'est son premier documentaire. Oui. Il l'a fait en production avec Vidéographe à l'époque. Oui. C'est comme ça qu'il est rentré dans la famille de Vidéographe? C'est ça. C'est que il connaissait des gens à l'ONF. Si j'ai bien compris, c'était Robert Forgette. Je ne sais même pas s'il est encore vivant ou qui était à l'ONF avec d'autres cinéastes comme Bulbulian ou Jacques Leduc qui ont décidé de mettre sur pied quelque chose qui était le vidéographe. Donc, où tout le monde pouvait dire, ben moi, j'ai envie de tourner. Et il prêtait l'équipement en VHS, pas en VHS, en ruban, 1 pouce. Le demi-pouce, je crois. Demi-pouce, noir et blanc. Donc, tu pouvais tourner et ça coûtait rien. Puis c'est comme ça que Pierre a décidé de proposer son film sur la lutte et c'est comme ça qu'il a fait son premier film avec le vidéographe. Il prêtait l'équipement tant que tu voulais, il pouvait monter. Et même, je suis allée regarder mes notes, là, il racontait qu'il présentait au vidéographe et que son premier film avait été comme, en tout cas, un peu le succès du vidéographe dans les débuts. Déjà à l'époque. Ouais. Ouais. Et vous êtes rentré dans sa vie à quel moment? Ça, c'est toujours la question. La seule session où Pierre enseignait à l'Université du Québec à Montréal, il donnait un cours de cinéma. Donc, il a été mon professeur. Ah, OK, parce que vous me disiez en pré-entrevue, justement, que vous avez étudié de 80-85 Oui, à c'est l'UQAM, ça. En cinéma, en communication? En communication. OK. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on a eu un coup de foudre. Et de votre côté, est-ce que vous avez fait des projets en vidéo ou en cinéma, qui n'a rien à voir avec... Avec Pierre? Oui. Pas vraiment, parce que j'étais étudiante. Ensuite, j'ai fait des bébés. OK. Puis, mettons que c'était quand le premier bébé était en route qu'on a fait le temps des bouffons. OK. Bien là, j'imagine que tu as une question autour de ça. Là. Je te devance tes questions. Non, il n'y a pas de... Parfait, justement. Justement, je voulais savoir un petit peu, parce que vous avez collaboré au temps des bouffons. Vous avez participé au tournage. Bien, en fait, ce film-là, c'était un moment dans la carrière de Pierre où tous ses projets étaient refusés, comme toujours. Il y avait Octobre, le film Octobre, sur les événements d'Octobre 70, qui a traîné pendant 15 ans. Donc, ça, c'était vraiment dans une période creuse où il y avait le refus d'Octobre, les refus de... Il y avait un autre projet, le Party, qui était en étude. Donc, il était devant rien. Puis, ça faisait longtemps qu'il y avait cette idée-là d'aller tourner au Beaver Club. À chaque année, il y avait un banquet. Et Pierre, il lisait les journaux. Puis, il s'était dit, ça ferait un bon court-métrage. Puis, il savait exactement ce qu'il voulait faire, là. Alors là, il a dit, comme il était dans un creux, il a dit, on essaie de le faire. Puis comme il y avait plein de contacts, d'amis à l'ONF, ils ont dit, oui, on te prête. Là, c'était pas avec le vidéographe, mais c'était avec l'ONF. On te prête l'équipement, la pellicule, les techniciens. Vas-y, tu sais, c'était un soir. Donc, ça, c'est en quelle année exactement? En 85. 1985. Okay. Puis moi, ma collaboration, au départ, c'était de... Mais à l'époque, Pierre n'était pas connu. Et... mais il disait, ben là, toi, ça va passer plus facilement. Donc, je suis allée négocier avec les gens du Beaver Club qui, au départ, étaient très sévères. Non. Les télés viennent,
les journalistes, 5 minutes. Puis là, je leur ai expliqué le projet en disant qu'on était des étudiants, qu'on faisait une recherche sur le commerce de la fourrure. OK. Mais ça a été très compliqué. Ah ouais? Ils m'ont reçu 4-5 fois en disant on y réfléchit, tadada, et finalement, ils m'ont laissé. Ils nous ont donné l'accord, on a tourné toute la soirée. Alors, ça, c'était ma première partie. Donc, puis j'étais sur le tournage. C'est moi qui avais négocié avec les gens. Mais le film, avant qu'il soit monté, Oui. ça a pris quelques années. Ça n'a pas été... Bien, ça aussi, c'est une drôle de raison. C'est que finalement, on a tourné les images et les bobines étaient à l'ONF, étalonnées, tout ça. Puis, entre-temps, bien là, Pierre, je pense, a fait le film Le Party. OK. Puis, donc, là, il s'est lancé dans d'autres projets. Fait que c'est resté sur les tablettes pendant 8 ans. Et finalement, à un autre trou, juste avant de faire Octobre, le film Octobre, il a décidé de le monter avec un monteur de l'ONF. Mais là, on avait perdu, ça a été tourné en film, ça. Puis le film, en tout cas, ça a été perdu, donc ça a été transféré. Il restait juste comme comment on appelle ça, l'internégatif, qui ont transféré en vidéo et qui ont monté à l'ONF. Donc, le montage s'est fait en vidéo. Oui. Puis c'est après qu'on l'a retransféré en film pour les festivals, c'est ça, pour qu'ils se promènent en Europe. Mais la sortie était comme pas prévue. Mais là, j'imagine que tu veux me poser une question sur la sortie. Non, mais allez-y, moi, pas besoin de poser de questions si vous y allez par vous-même. C'est ça. On dirait que je devance toutes tes affaires. Donc, quand le film a été fini de monter, Pierre était dans son film Octobre, en plein tournage. OK. Puis, il avait décidé de faire... Bon, là, c'était pas... Internet n'existait pas, là. Il n'y avait rien de tout ça. Puis, il s'est dit, bien là, c'est sûr que ça passera jamais nulle part, ni à la télé, ça va être refusé partout. Donc, la seule façon, c'est qu'il savait, à cette époque-là, tout le monde avait un lecteur VHS. Ça, finalement, c'est comme aujourd'hui avec l'ordinateur. Donc, il a fait les copies. Puis il s'est dit, je vais les distribuer, comme ça, tout le monde va pouvoir voir le film. J'ai déjà lu à quelque part que Pierre Falardeau avait passé du documentaire à la fiction parce qu'il trouvait finalement que le documentaire n'était pas vu par les gens. Puis comme il voulait communiquer avec les gens, il avait décidé de passer à la fiction. C'est exact? C'est tout à fait vrai. Je te dirais que je l'ai peut-être même un peu bousculé, moi, en lui disant que... Puis maintenant, je le regrette. Ah ouais? Parce que moi, c'est le contraire. Maintenant, je trouve que j'ai de la misère avec les fictions et je préfère le documentaire. OK. Mais effectivement, tous ces documentaires sur la lutte, sur les policiers de la police de Nicolette Lemagras, Pea Soup, c'est comme un film qui dure 1h30, une espèce de montage politique. Il allait le présenter, mais c'est vrai que les gens décrochaient alors que les gens s'intéressaient beaucoup plus à la fiction. Fait que c'était une façon, oui, il a décidé de faire avec les Gratton le même propos, mais de le faire avec des acteurs et de faire comme une espèce d'histoire. Et au fond, il a eu raison parce que les Elvis Gratton ont rejoint un public très, très large. Donc, peut-être que son message ne passait pas tout le temps comme il voulait. Ça se peut. Ça, c'est une autre chose. Mais oui, effectivement, il a décidé d'aller à la fiction pour rejoindre un plus large public. Mais comme il a fallu beaucoup qu'ils se battent pour se faire subventionner pour sa fiction, parce que c'est un petit peu difficile de tourner de la fiction sans avoir de subvention, vu que ça implique, contrairement au documentaire, un appareil, une logistique beaucoup plus importante. Est-ce que vous ne croyez pas que il aurait produit davantage s'il serait resté au documentaire? Est-ce que... Il aurait pu produire comme il faisait avant, en petit débrouillard, avec les moyens du bord. Là, et oui, il aurait fait plus de films. Des fois, c'est dommage parce que je trouve qu'il y aurait eu au moins 5-6 films de plus qu'il aurait dû faire. Ces deux derniers scénarios n'ont pas été tournés de fiction. Mais l'autre affaire, c'est que des fois, ça demande du courage là, de toujours faire ça... sur ton bras, pas de salaire. Des fois, c'est sûrement... ça fait du bien parce que, comme le temps des bouffons, tu sais, il l'a fait. Il l'a fait comme il voulait, sans que personne aille dire « tu vas enlever ça ». Il a fait tout ce qu'il voulait. Sauf que des fois, c'est le fun aussi d'avoir un salaire ou de manger ou d'être dans la même...
d'être considéré comme les autres cinéastes aussi. Là. Bien, il y a eu une reconnaissance qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il serait limité au documentaire. Et pour les 2 scénarios qu'il n'a pas pu réaliser, est-ce que sont morts au feuilleton? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec ça? Est-ce que j'ai déjà lu que par rapport que peut-être votre fils Jules chercherait à en produire? Oui, le dernier, ben, tout le monde... ça se pourrait. Moi, j'avais dit, il va faire ses preuves et... C'est sûr que ça me ferait plaisir que ce soit lui qui le fasse. Là. Mais que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, ces scénarios-là sont disponibles pour quelqu'un qui voudrait les réaliser ou vous préférez, non? Ils sont... Écoute, je ne sais pas trop. Non. Je laisse ça ouvert, mais effectivement, tout le monde me parle beaucoup du jardinier des Molson. Ça, c'est des soldats québécois à la Première Guerre mondiale. Oui. Les 2 scénarios existent, sont là. C'est sûr que je les laisserai pas aller à n'importe qui. OK. Je sais pas, en fait. J'y réfléchis encore. On verra, comme dit un politicien. C'est ça, c'est ça. On est au Ghana en 1957, avant l'indépendance. Jean Rouch tourne un documentaire, Les Maîtres fous, sur la religion des Auca. Chaque année, les membres de la secte se réunissent pour fêter. Ils sont possédés. Possédés par des dieux qui s'appellent le gouverneur, le secrétaire général, la femme du gouverneur, le général, la femme du docteur. En 1957, le Ghana, c'est une colonie britannique. Quelques rois nègres pour faire semblant, mais les vrais maîtres sont anglais. Une colonie avec tout le kit, Union Jack, God Save the Queen, perruque, cornemuse, puis la face de la reine en prime. Ici, on connaît. La religion des Auca reproduit le système colonial en plus petit, mais à l'envers. Les colonisés se déguisent en colonisateurs, les exploités jouent le rôle des exploiteurs. Les esclaves deviennent les maîtres. Une fois par année, les pauvres mangent du chien. Une fois par année, les fous sont maîtres. Le reste du temps, les maîtres sont fous. On est au Québec en 1985. Chaque année, la bourgeoisie coloniale se rassemble au Queen Elizabeth Hotel pour le banquet du Beaver Club. Ici, pas de possédés, juste des possédants. À la table d'honneur, avec leurs fausses barbes et leurs chapeaux en carton, les lieutenants-gouverneurs des 10 provinces, des hommes d'affaires, des juges, des Indiens de centre d'achat, des rois nègres à peau blanche qui parlent bilingue. Comme au Ghana, on célèbre le vieux système d'exploitation britannique. Mais ici, c'est à l'endroit. Ici, les maîtres jouent le rôle des maîtres, les esclaves restent des esclaves. Chacun à sa place. My name is Roger Landry. I am your president of the Beaver Club. It is my privilege to welcome you to the 27th annual dinner of the Beaver Club, celebrating this year the 200th anniversary of the Beaver Club in Montreal.
sont réunis ici ce soir dans cette illustre enceinte des personnalités dont le seul nom évoque assurément la grandeur et l'honorabilité, puisqu'en fait, à cette table, ils sont tous honorables en titre. Mais rassurez-vous, ce soir, exceptionnellement, ils redeviennent tous humains et les règles du protocole sont dès maintenant abolies. Avant de ce faire, j'ai reçu, il y a quelques instants, a few minutes ago, this telegram. I am very sorry that I am unable to be with you tonight, but I am pleased to be able to send congratulations on the occasion of these anniversaries. Je vous souhaite à tous une soirée agréable et au Club Beaver beaucoup de succès dans les années à venir. The Right Honorable Brian Mulroney, Prime Minister of Canada. Les bourgeois pleins de marde d'aujourd'hui, déguisés en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'est la conquête anglaise de 1760. Par la force des armes, les marchands anglais s'emparent du commerce de la fourrure. Chaque année, les grands boss se réunissent pour fêter leur fortune. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Ils s'appellent McGill, Ellis, Smith, Frobisher, Mackenzie. C'est ça le Beaver Club il y a 200 ans. C'est la mafia de l'époque. Ils achètent tout. Les terres, les honneurs, les médailles, le pouvoir. Tout ce qui s'achète. La gang de la fourrure forme lentement l'élite de la société. Les voleurs deviennent tranquillement d'honorables citoyens. Ils blanchissent l'argent sale en devenant banquiers, seigneurs, politiciens, juges. C'est ça le Beaver Club au début. 200 ans plus tard, leurs descendants, devenus tout à fait respectables, font revivre cette fête par excellence de l'exploitation coloniale. Le gros Maurice, ministre des Forêts, devenu boss d'une multinationale du papier. Jeanne Sauvé, sa femme, administrateur de Bombardier, d'Industrial Insurance et gouverneuse générale. Marc Lalonde, ancien ministre des Finances, maintenant au conseil d'administration de la Citibank of Canada. Francis Fox, ministre des Communications, engagé par Astral Communications. Toute la gang des Canadiens français de service est là, costumés en roi nègre biculturel. La rapace est là. Des boss puis des femmes de boss. Les barons de la finance, les rois de la pizza congelée, les mafiosos de l'immobilier. Toute la gang des bienfaiteurs de l'humanité. Les charognes à qui on élève des monuments. Les profiteurs qui passent pour les philanthropes. Les pauvres types, amis du régime, déguisés en sénateurs séniles. Les bonnes femmes au cul serré. Les petites plottes qui sucent pour monter jusqu'au top. Les journalistes rampants, habillés en éditorialistes serviles, des avocats véreux, costumés en juges à 100 000 par année, des liches-culs qui se prennent pour des artistes. Toute la gang est là, un beau ramassis d'insignifiants, chromés, médaillés, cravatés, vulgaires et grossiers avec leurs costumes chics et leurs bijoux de luxe. Ils puent le parfum cher, sont riches puis sont beaux.
affreusement beaux avec leurs dents affreusement blanches, puis leur peau affreusement rose. Et ils fêtent. Au Ghana, une fois par année, les pauvres imitent les riches. Ici, ce soir, les riches imitent les riches. Chacun à sa place. Les bourgeois anglais se déguisent en bourgeois anglais. Les collabos bilingues s'habillent en collabos bilingues, souriants et satisfaits. Les Écossais sortent leurs jupes écossaises. Les Indiens se mettent des plumes dans le cul pour faire autochtone. On déguise les Québécois en musiciens et en waiters. Les immigrants, comme les Québécois, en waiters. Chemise à carreaux et ceinture fléchée. Manque juste les raquettes et les canisses de sirop d'érable. Les porteurs d'eau déguisés en porteurs de champagne. Alouette, gentille alouette. C'est toute l'histoire du Québec en raccourci. Toute la réalité du Québec en résumé. Claire, nette, pour une fois, comme grossi à la loupe. Ce soir, les maîtres fêtent le bon vieux temps. Ils fêtent l'âge d'or et le paradis perdu. Ils crient haut et fort, sans gêne, leur droit au profit, leur droit à l'exploitation, leur droit à la sueur des autres. Ils boivent à leur succès, ils chantent que tout va bien, que rien ne doit changer, que c'est pour toujours, toujours aux mêmes, toujours les mêmes. Ils sont pareils partout, à New York, à Paris, à Mexico. Je les ai vus à Moscou vomir leur champagne et leur caviar sur leurs habits Pierre Cardin. Je les ai vus à Bangkok fourrer des enfants, filles ou garçons, pour une poignée de petits changes. Je les ai vus à Montréal, dans leurs bureaux, avec leurs sales yeux de boss, leurs sales voix de boss, leurs sales faces de boss, hautains, méprisants, arrogants, les crottés avec leurs chemises blanches puis leur aquavelva, minables avec leurs Mercedes puis leurs raquettes de tennis ridicules, comme des rats morts, gras et épais avec leurs faces plates puis leurs party de cabane à sucre, plein de marde jusqu'au bord à force de bêtises et de prétentions, crosseurs, menteurs, voleurs, et ça se reproduit de père en fils, une honte pour l'humanité. Ghana, les pauvres mangent du chien. Ici, c'est les chiens qui mangent du pauvre. Et ils prennent leur air surpris quand on en met un dans une valise de char. Ensemble, merci au chef. Nos applaudissements, nous lui disons merci. Ladies and gentlemen, together, let's thank magnificently. Bravo! Et maintenant, as president of the Beaver Club, may I say to you the following. Never any club has been so honored and so magnificently rewarded on its 200th anniversary to have such a magnificent membership as you are. À vous tous, nos membres, à nous tous, applaudissons-nous
We are magnificent people, and I raise my hat to all of us. Bravo! You are as beautiful as I think I am. Thank you very much. Good evening, bravo. Good night. Tout le monde, les serviettes, on fait. On témoigne notre appréciation. Everyone gets... That's right, bravo. Applaudissons-nous. We are magnificent people. Quelle bouffonnerie. Bravo! We will now proceed to go to the lute. God bless you. You do not deserve it, but I will give my best to try to save you. Good evening. Nous vous rappelons que Le Temps des Bouffons et les autres œuvres de Pierre Falardeau se retrouvent sur le coffret Falardeau-Poulain, à force de courage. Merci et à la semaine prochaine.